il ne va pas avoir peur de ne pas avoir à manger, ou de ne pas avoir peur de ne pas pouvoir dormir dans un endroit confortable, parce qu'il va avoir tout ça. Et comme il n'a pas grand-chose comme attachement, alors les peurs sont beaucoup moins nombreuses que les adultes. Où nous sommes attachés à différentes responsabilités dans la vie, les êtres avec qui nous vivons, les objets de valeur que nous possédons, et donc on a toujours peur, vous voyez, de perdre ce qu'on aime. Voilà. Comment faire dans la méditation pour effacer ces peurs? Comment allez-vous procéder dans la méditation pour essayer que ces peurs ne viennent plus vous déranger? Oui. Elle a raison. Elle a raison. Donc, à toutes ces peurs, si on doit méditer, on va devenir un observateur. D'accord? On va se placer en tant qu'observateur neutre et objectif. Et si on arrive à se placer en tant qu'observateur, on va les voir passer. On va essayer de voir tout ce qui se présente à nous, que ce soit des idées qui peuvent amener la peur, de l'imagination, ou les peurs elles-mêmes. On va essayer de les voir passer seulement. Et sans nous en saisir. Ni rejeter. D'accord? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Alors. Alors, si je vous donne ça, est-ce que ce tableau va vous aider? Donc maintenant que vous avez des bases, je vais essayer de vous faire réfléchir ensemble. Est-ce que ce tableau peut vous aider? Est-ce qu'il y a quelque part dans ce tableau un endroit qui pourrait vous aider? On ne voit pas très bien. Oui. Vous l'avez étudié, je pense. Voilà, pardon. Avoir une vision juste. Oui. Continuez, monsieur. Développez. De voir le phénomène des agrégats, des différents agrégats, comment ils se... Alors, un instant, on va vous donner le micro. Vous êtes dans la bonne voie, mais je voudrais que vous les développiez davantage. Alors, voir le processus de formation de l'émotion, par exemple, la peur, comment elle provient et comment elle peut naître, disparaître et aller et surtout être remplacée par autre chose. Oui. Notamment en allant vers le corps, en allant vers
positionnant sur le corps, prendre conscience du corps. Oui. Ok. Voilà. C'est une bonne voie déjà, c'est une bonne voie déjà. Utiliser les nobles vérités. Comment? Comment on peut utiliser? On va vous donner le micro. Il arrive quelque chose devant pendant que je médite, il y a une émotion qui arrive, et puis je la regarde en disant c'est pas juste. C'est pas juste. Oui, juste, pas juste. Elle est là, Oui. elle est là, mais elle n'a pas lieu d'être là. À l'intérieur de Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Parce que On ne peut pas l'empêcher de venir. oui, mais bien. Mais dans notre vie, il y a des choses qui ont été et qui ne sont plus. Et à un moment donné, la pensée juste nous dit j'en ai plus besoin. Ou, Mais j'ai peur de ce qui va se passer là. C'est pas. J'ai peur de ce qui va se passer. Mais en méditation. On est dans le comment dire, dans la non, on s'agrippe pas, on laisse passer, Oui, c'est on ce laisse qu'on avait passer. dit. Donc Voilà, on c'est ce le qu'on avait regarde, dit ici. on le regarde, et puis si je me dis Oui. une fois en disant ah oui, c'est encore là ça, c'est encore là, et on la laisse passer, et puis une fois plus en place dans les méditations, on se rend compte que la réalité n'est pas juste. Et donc du coup, ça nous permet de se débarrasser. Pourquoi la réalité n'est pas juste? Qu'est-ce qui est juste alors? Impermanence. Ah, je préfère. Non, Allez, qu'est-ce qu'il dit? alors, vous voulez développer? Alors, un instant. Ça y est, on approche. Oui, ce qui est juste, c'est l'impermanence, c'est-à-dire en fait le fait que toute chose naît, vit et meurt, et Oui. que c'est perpétuellement en fait ce qui se produit. Donc, moi je reviendrai plutôt à ce que disait la première personne, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'observation des sensations qui va nous permettre en fait d'acquérir un état d'équanimité face à ces sensations, et qui va nous permettre petit à petit de rester dans un état d'observation et de non-réaction par rapport à Oui. ce qui est produit. Oui, voilà. Donc, le fait de comprendre l'impermanence. Vous vous rappelez, regardez la colonne de gauche. Si je vois la peur défiler devant moi, à l'intérieur de moi, pardon, je sais que tôt ou tard, elle va se désagréger. D'accord? Elle va naître, elle va vivre qu'un temps, elle va mourir. Ce qui veut dire que si elle ne fait que passer, on va considérer que cette peur n'a pas de substance. D'accord? Cette peur, elle n'a pas de substance. Elle est là, elle ne vit qu'un temps, et puis elle va s'en aller. Et si elle s'en va, et que je n'arrive pas à contrôler, même si je veux la garder cette peur, je ne pourrai pas. Ça veut bien dire qu'elle n'est pas à moi. Voilà la suite. Je ne contrôle pas, je laisse venir et j'observe seulement. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne saisit de rien et on ne rejette rien. On ne fait qu'observer que la peur, en fait, finalement, n'a pas de substance. Et le fait de voir
que la peur n'a pas de substance, c'est comme si vous êtes en train d'observer des nuages qui passent, ils apparaissent, ils se manifestent, puis ils disparaissent. Donc vous êtes d'accord que tout ce qui est appelé à apparaître est appelé aussi à disparaître. Ça, c'est la loi de l'impermanence. Et tout ce qui est appelé à naître est aussi appelé à mourir. Ce qui veut dire que si j'ai conscience que cette peur n'a pas de substance, ça va vous permettre de faire dissoudre cette peur enquistée depuis longtemps au fond de moi. Comme des nuages qui traversent le ciel infini de l'esprit. Voilà, j'ai mon esprit, j'ai des nuages qui traversent, et je les laisse traverser. Je ne saisis pas la peur comme étant à moi. Vous vous rappelez? Si je saisis la peur comme étant à moi, là, la peur va prendre une ampleur. Elle va s'amplifier à l'intérieur de moi parce que je l'ai alimentée. Je l'ai alimentée en considérant que c'est à moi cette émotion. Or, elle n'est pas à moi parce que je ne peux jamais la garder tout au long de ma vie, à tous les instants. Il y a un moment ou un autre où elle va disparaître. Que je le veuille ou non. Alors, troisième possibilité. Je vous laisse réfléchir quelques secondes ou minutes. Allez, troisième possibilité. Observez bien les causes de la peur. Voilà. Ça y est. Alors. Donc il faut, je dirais dans un premier temps, diminuer l'intensité du désir-attachement. Il y a une citation du Bouddha qui dit le bonheur n'est pas chose facile. Le bonheur n'est pas chose aisée. Il est impossible de le trouver ailleurs, mais il est très difficile de le trouver en nous. Où est le bonheur? Écoutez bien. Il est impossible de le trouver ailleurs, mais il est très difficile de le trouver en nous. Où est le bonheur? Ah, ça y est. Si le bonheur est en nous, d'accord? C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. D'accord? Et si vous n'avez pas cherché loin, il n'y a pas besoin d'aller en vacances très très loin, ou de vouloir tel ou tel objet, telle ou telle situation, etc. Et puis vous allez réduire, là, j'ai parlé d'intensité, je dis aussi la quantité. D'accord? Si j'ai réduit aussi la quantité de désir
Et bien regardez, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les désirs et les peurs sont proportionnels. Quand je réduis d'un côté, eh bien je vais réduire aussi de l'autre. D'où les peurs vont diminuer si vous faites ce travail de vous éloigner peu à peu du désir et de venir chercher à l'intérieur de vous des choses qui sont merveilleuses, que vous avez manqué peut-être jusqu'à maintenant. C'est-à-dire vous connaître vous-même. Il y a un trésor inestimable au fond de vous, que peut-être vous ne savez pas, et bien c'est ce potentiel-là qu'on avait dit au départ, hein, ce potentiel qu'on allait chercher. Donc vous avez une marge de progression pour faire éclore toutes ces qualités qui sommeillent en vous, dont le trésor qu'on va aller chercher, et après s'en libérer. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors je rajoute donc, quand vous allez méditer, n'ayez peur de rien, d'accord? Surtout, n'ayez pas peur de ne pas avoir le calme. Surtout ça. N'attendez rien. Vous posez, puis vous observez. D'accord? Voilà, vous voyez, il y a deux stimuli, d'accord? Premièrement auditif et deuxièmement tactile. Voilà ce qui se passe au fond de lui. Vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé, tout au début, hein, de la chaîne de coproduction conditionnée. Et je vous ai dit que tout ça, ça se produit très vite. Avant d'avoir l'émotion qui apparaît, ça va très très vite à l'intérieur. Dès que le son vous parvient, ça y est, la réaction peut être très vive. D'accord? Là, voilà. Voilà. Observez aussi la permanence. Regardez, d'un état émotionnel à un autre, il se passe très peu de temps. D'accord? Et c'est pour ça il faudrait que vous pratiquiez beaucoup la méditation pour voir ces changements d'état. Plus vous allez observer ces changements d'état, et vous êtes très vigilant à ça, dans la vie quotidienne, vous allez être en alerte plus rapidement. Et vous ne tomberez pas dans ce piège-là. D'accord? Des émotions qui vous parviennent sans cesse. Alors, que se produit-il là à l'intérieur de lui maintenant? La colère. Voilà, encore une fois, un changement d'état d'esprit, d'accord? Vous vous rappelez, je vous ai dit, lors des 3 premières conférences, que l'esprit s'agrippe à un agrégat, il meurt avec, il s'agrippe à un autre agrégat, voilà, c'est ce qui se passe là. Ça va très vite. Et dans une journée, je ne peux même pas compter combien d'agrégats on a accrochés. C'est tellement multiple que c'est incalculable. Voilà, ça y est, la colère le saisit.
vous pouvez définir la colère, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais ressenti ça? Alors, le rire en dit long. C'est débordé par des émotions destructrives. Oui. Alors, on se laisse déborder. Comment on peut définir encore? La colère. Énervement. Je dirais que la colère est un degré au-dessus de l'énervement. D'accord? Alors, quels sont les mots qui peuvent... Pardon? Explosion. Explosion. Voilà. Pulsion, oui. Ébullition. Y a-t-il autre chose? C'est une émotion qui nous dit qu'on a perdu quelque chose. Ah, qu'est-ce que vous avez perdu? Allez, perte de contrôle, voilà, c'est ça. Allez, encore. Pardon? Perdre son calme, oui. Au lieu de laisser déborder, j'aurais dit laisser envahir. Oui. On se laisse envahir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres mots qui vous viennent à l'esprit? Sortir de ces déstabilisations. Hors de soi. Hors de soi. Alors donc, la colère, dans le bouddhisme, est un des plus grands poisons au niveau mental, qui est placé juste en dessous de la haine. D'accord? La haine, c'est vraiment le summum du poison. On dit que la colère est donc le précurseur de la haine. Et cette colère, donc j'ai trouvé le mot ici, c'était très bien, la pulsion. La colère, elle obéit à la pulsion d'écarter quiconque pouvant faire obstacle à ce que le moi exige. Regardez ici, dans ce petit dessin animé, le moi exige le calme. Il y a un obstacle, c'est-à-dire le bruit, qui est produit par la mouche. Et donc voilà, la colère elle vient parce que c'est une pulsion. D'accord? C'est une pulsion qui veut écarter tout ennemi pouvant faire obstacle à notre désir. Et au détriment, bien sûr, du bonheur d'autrui. Là, il ne va pas se poser la question sur la mouche, là. Hein? D'accord? Donc, c'est sans considération pour le bonheur d'autrui quand la colère nous envahit. Elle se traduit donc par, vous voyez cette image, par l'hostilité que l'on éprouve pour quelqu'un lorsqu'on se sent menacé. Et aussi par le ressentiment quand on se sent rabaissé, ignoré, méprisé dans la société.
la malveillance qui est liée à cette colère, à votre avis, est-ce qu'elle est plus violente ou moins violente que celle liée à la haine? La malveillance que l'on éprouve à l'égard d'une personne. Celle qui est liée à la colère va être plus importante ou moins importante que celle liée à la haine? Moins importante. D'accord? Donc, elle sera moins violente. Mais la différence, c'est qu'elle va être plus insidieuse. Elle vous tend un piège, la colère. Alors que dans la haine, on prépare plutôt un plan. D'accord? D'un côté, il y a un plan. De l'autre côté, on tombe dans le piège de l'émotion. Mais elle est tout aussi dangereuse, cette malveillance liée à la colère. Elle est aussi dangereuse, aussi pernicieuse que celle liée à la haine. On peut dire donc que la colère, elle va s'enflammer dans la haine, qui est donc le désir de nuire à quelqu'un, dans ces cas-là, d'accord, ou même dans la plupart des cas, de nuire à quelqu'un en détruisant les causes de son bonheur. Alors vous voyez que cette mouche, elle ne demande qu'à vivre. Grosso modo, c'est quoi son espérance de vie? C'est de 2-3 semaines, je pense. Hein, une mouche, c'est 2-3 semaines. Elle ne demande qu'à vivre. Et là, dans ce cas-là, quand on met en colère quelqu'un, eh bien, ça y est, cette colère va s'enflammer dans la haine, qui est donc le désir et l'acte de nuire, d'accord, à quelqu'un, et en détruisant les causes de son bonheur. Et si vous observez encore, on dit que la haine ou la colère que vous ressentez pour quelqu'un ne lui sont pas inhérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? La colère ou la haine que vous ressentez à l'égard d'une personne ne lui sont pas inhérentes. Ah, alors voilà. Est-ce que la colère vient de la mouche? Non. Elle est observée dans votre vie. Quand quelqu'un vous met en colère, ce n'est pas la faute de l'autre. D'accord? Ce n'est pas la faute de l'autre. Quand vous êtes en colère, ça vient toujours de vous parce que vous n'avez pas su voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc la colère n'est pas inhérente à la mouche.